Voilà, bonsoir. Nous sommes le 12 novembre. Je vais traiter le sujet sur Jacques Toledano. Donc j'attends les premiers arrivés. C'est toujours un petit suspense. Ah voilà, Zineb. Salut Zineb. Et donc, voilà. Et quelqu'un qui, alors là, c'est écrit en, je sais pas, japonais ou chinois. Désolé, mais Aïda, bonsoir. Kamel Frédéric Dutoit, bonsoir. Yoram Grau, bonsoir Zineb Salam. Belinda, salut. Kamel, Brahim, bonsoir. Totov, bonsoir. Siab, bonsoir. Vous m'écrivez souvent, hein, je crois. Vous m'envoyez des petits messages. Donc, Mohamed Mater Eliette, Nawal Ben, Askrem Amazig, Azul, Brahim Aouni, et là c'est écrit en arabe, je suis un peu loin pour... j'arrive à déchiffrer, mais je suis un peu loin. Mourad, bonsoir. Steve Austin, bonsoir, salam. Lilette, bonsoir mademoiselle ou madame. Voilà, voilà. Mousse Bouzidi, je suis habillé comme un pasteur chrétien. Ah, c'est pas mal. Oui, oui, j'ai oublié de mettre la croix là. La croix en argent. Non, c'est qu'il fait un petit peu froid, mais bon, enfin un petit peu frais quoi. Mais bon, j'ai mis le chauffage, mais quand même. Jima Sonia, Ali Ben Mansour, Daniel Marchand, bonsoir. Abdelhamid Moulini, bonsoir. Abdelkader et Tarek Siali Ilyes, bonsoir. Bon, eh ben, il est déjà 18h02. Donc, je vous ai annoncé le sujet. Ce soir, on va parler de Jacques Toledano. Bien. Jacques Toledano était un homme d'affaires. Malheureusement, il est décédé la semaine dernière à l'âge de 81 ans, un âge respectable. Et c'était un industriel juif marocain. Et pourquoi je voulais en parler? Pour plusieurs raisons. Je vais vous en citer les deux principales. D'abord, il représente déjà en lui-même la tragédie du judaïsme marocain. Et deuxièmement, il a joué un rôle important dans ma vie personnelle. Vous savez, ce qui est terrible, c'est que voilà quelqu'un qui aurait pu devenir, il a fait des affaires évidemment, mais il aurait pu devenir un Rockefeller, un Trump, je sais pas, c'est-à-dire un capitaine d'industrie, peut-être un des plus importants en tout cas, peut-être créer une banque, enfin voilà, je sais pas, mais malheureusement le fait qu'il soit juif a restreint ses activités. Je vous expliquerai après pourquoi. Et disons, voilà, il est resté un homme d'affaires, disons, discret. Voilà, il ne pouvait pas faire plus. Jacques Toledano était issu d'une famille nombreuse. À peu près, il devait avoir 9 ou 8 ou 9 ou 10 frères et sœurs. Je connaissais bien la famille parce que lorsque mes parents se sont mariés, ils ont loué une chambre à l'intérieur de leur maison. C'est-à-dire, ils avaient une très grande maison. Le père était un rabbin et il avait construit une synagogue juste à côté de la maison. J'avais fait une vidéo il y a quelques années, je crois 3 ou 4 ans,
sur le Mela de Meknes. Et malheureusement, cette vidéo n'est plus disponible, où j'avais montré justement la maison natale des Toledano et la synagogue. Donc mes parents, mon père est démarré enfin, comme petit vendeur. Et donc ils ont loué, mes parents ils avaient une chambre à l'intérieur, c'est-à-dire au fond de la maison, il y avait une cour avec un arbre, et ils ont loué cette chambre, une grande chambre, bon. Et ils sont restés, mes parents sont restés 11-12 ans. Et ils ont eu 4 enfants dans cette maison. Et donc nous avons eu quasiment des relations de famille. Disons, c'était pas, voilà, bon, on partageait la cuisine, enfin on partageait des tas de choses, on partageait certaines fêtes. Et donc il y a eu des liens familiaux, des liens quasi familiaux qui se sont créés. Et donc je vais vous raconter une anecdote à propos de Jacques Toledano. Jacques Toledano, quand il avait 15-16 ans, il avait à peine peut-être le certificat d'études. C'était un jeune ambitieux, et à l'époque, ceux qui voulaient réussir allaient à Casablanca. À Casablanca, c'était la grande ville, c'était encore le protectorat. Donc, c'était la grande ville européenne. Enfin, il y avait des possibilités énormes. Ça ne veut pas dire que tout le monde réussissait, mais disons, il y avait des possibilités. Et il avait dit à mon père, ça c'est mon père qui me l'avait raconté un jour, il lui avait dit, Mardoché, enfin mon père, il lui a dit, je vais à Casablanca et dans 1 an, je reviendrai avec une voiture américaine. Et à l'époque, avoir la voiture américaine était le summum de la réussite. Je ne sais pas si vous regardez des films des années 50, les riches et les gangsters roulaient en voiture américaine. Et à Casablanca, comme ailleurs, rouler en voiture américaine, ces grosses bagnoles, c'était le symbole de la réussite. Et mon père m'a dit, effectivement, 1 an après, il est revenu avec une voiture américaine, ce qui était déjà le signe d'une réussite exceptionnelle, d'un début de réussite exceptionnelle. Et quasiment, c'est quelqu'un qui, tout ce qu'il touchait, réussissait. Il s'était lancé dans la confection, enfin, des usines de textiles, location de voitures et autre chose que je connaissais pas. Et déjà, il n'avait pas encore 30 ans, il avait une des plus belles villas de Casablanca, il avait un appartement à la rue de la Pompe à Paris. La rue de la Pompe, c'est une des rues les plus chics de Paris. Et pourquoi il était important dans ma vie personnelle? Bon, ça, je vais vous raconter 2 anecdotes. Vous savez que j'ai fait partie d'un mouvement sioniste à Meknes. Et j'étais le responsable de Meknes. Bon, comme en général, quand je m'engage en quelque chose, je m'engage à fond. Et donc, j'étais en terminale, en 64, et j'avais dit que j'allais partir en Israël au kibbutz. C'est-à-dire un peu l'élite sioniste, c'est-à-dire un peu comme les colonies d'aujourd'hui, qui sont considérées comme le renouveau du sionisme pionnier. Voilà. Donc, j'avais dit que j'irais au kibbutz, et j'allais même pas passer le bac, tellement j'étais sûr de moi, parce que bon, enfin, pour moi, c'était l'idéal, l'absolu, etc. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, je suis incapable de l'expliquer. 4-5 jours avant le bac, j'étais inscrit évidemment, puisque j'avais fait le processus. Je m'étais dit, tiens, je vais le passer. Donc j'ai ouvert mes livres, j'ai potassé un petit peu comme ça, et j'ai réussi. De justesse, mais j'ai réussi. Mais en fait, pour moi, ça signifiait rien du tout. Je n'avais entrepris aucune démarche pour aller à l'université, etc. Et lorsque j'ai annoncé à mon père que j'allais au kibbutz, pour lui, ça a été le drame de sa vie. Parce qu'il faut vous dire, j'ai déjà mentionné que pour les Juifs du Maroc, en tout cas pour les Juifs de Meknes, on habitait dans le Mela, le ghetto, les sionistes étaient des gens, des renégats, quasiment des gangsters, parce qu'ils avaient ouvert un local au Mela, qu'ils ouvraient le Shabbat, le samedi, ils violaient toutes les lois religieuses. Et donc c'était
enfin vraiment, les rabbins nous disaient attention, ces gens-là, c'est des mécréants, il faut pas les approcher, etc., etc. Et donc mon père, je lui aurais dit que j'allais me convertir à l'islam ou au christianisme, ça aurait été pareil. Et donc il était, mais enfin, il était dans tous ses états. Seulement, comme il ne pouvait pas me convaincre, parce qu'on n'avait pas des rapports tellement cordiaux, il a chargé la sœur de Jacques Toledano, qui s'appelle Rebecca, et il lui a dit, essaye de convaincre Jacob de ne pas aller au kibbutz. S'il veut aller en Israël, il y avait à l'époque, le gouvernement israélien avait ouvert des bourses pour les jeunes Marocains, Algériens, Tunisiens, qui avaient le bac et ils avaient une bourse pour l'université. Vous savez qu'en Israël, il n'y a pas de sursis et l'université coûte cher. Et donc, pour attirer les jeunes bacheliers d'Afrique du Nord, parce qu'ils ont écrémé, ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient. Les autres juifs, à partir de 102, 103, ils n'allaient plus en Israël. Ils allaient au Canada, en France. Ils ont compris, ils commençaient à recevoir des messages d'Israël et ils savaient que ce n'était pas le paradis. Et donc, pour attirer d'autres jeunes, ils avaient offert cette bourse. Bonsoir, de Casablanca. Donc, et Rebecca Toledano, je lui dois une fière chandelle parce que elle avait l'obstination, comment dire, elle venait tous les jours me voir. On était, même si on avait déménagé de la maison des Toledano, on habitait juste à côté, à une centaine de mètres. Donc, elle venait tous les jours. Elle me disait, écoute, Jacob, pourquoi tu ne vas pas à l'université? Je lui disais, non, le kibbutz, c'est ma vie, etc., mon idéal. Bon. Bonsoir Noémie, ça me fait plaisir. Donc, et elle revenait tous les jours. Elle me disait, écoute, qu'est-ce que tu perds? Tu vas à l'université, en été, tu vas au kibbutz. De toutes les façons, tous ceux qui sont allés au kibbutz ont quitté. C'est vrai. Et donc, voilà, tu essayes. Donc, elle m'a, comment dire, vous savez, elle s'est acharnée pendant presque un mois et demi, jusqu'à ce que je cède. J'ai dit, ok, d'accord, j'irai à l'université. Et vous savez qui m'a empêché d'aller à l'université en 64? C'est le Mossad. Ça, c'est extraordinaire. Le Mossad m'a empêché d'aller à l'université en Israël. Pourquoi? Et ils doivent le regretter, mais enfin maintenant. Et donc, voilà, je devais partir un jeudi. C'était vers la fin du mois d'août. Et vendredi d'avant, je suis allé à l'agence juive, enfin, c'est une couverture de l'agence juive. Ils avaient un intitulé, quelque chose. C'était en ville européenne. Vous savez, à Meknes, il y avait bien une distinction de la ville européenne, la ville, le Mella juif et les quartiers musulmans. Donc, je vais les voir. Je leur dis, voilà, j'ai le bac, j'ai envie d'aller à l'université. Ils m'ont dit, bah, bien sûr, il n'y a pas de souci. Je leur ai montré les papiers. Je leur ai dit, cependant, je dois aller avec le mouvement DROC, le mouvement sioniste. Je suis supposé aller jeudi au kibbutz. Ils m'ont dit, mais il n'y a pas de problème. Vous prendrez le même vol le jeudi, mais au lieu d'être avec ceux qui vont au kibbutz, vous serez avec ceux qui vont à l'université. Donc, je redescends au Mela, c'était le vendredi soir, et j'annonce à mon père la nouvelle. Bon, c'est vrai que j'ai pas donné beaucoup d'occasion à mon père d'être heureux, parce que pour mon père, seule la religion comptait. Voilà. C'est-à-dire, j'aurais pu lui dire, je suis devenu président de la République, il n'en avait rien à fiche. Du moment que si je respectais pas la religion, pour lui, ça signifiait pas grand-chose. Mais de ne pas aller au kibbutz, parce que pour lui, le kibbutz, c'est comme si aller quelque part, ce ne sont plus des juifs. D'ailleurs, ce sont des êtres, des démons, des scélérats. Enfin. Je lui ai dit, je vais aller à l'université. Là, il était vraiment content, il a passé un bon Shabbat. Et le samedi, donc le lendemain, je suis allé au centre, en Ville Nouvelle, le centre du mouvement sioniste. Donc, je me souviens toujours de sa gueule de Mario. Mario, c'était un pseudo. Mario, c'est un Sayan, enfin, c'est un gars du Mossad.
il vient, et ben, on est assis comme ça, et il me dit, Mario, bon Jacob, tu prends le bus, enfin le car, on disait à l'époque, pour Casablanca, on t'accueille à Casa, et le jeudi, tu prends l'avion, et voilà, il était heureux. Et là, j'ai dit, Mario, il y a un petit changement. Et là, il me regarde, c'est pas possible. Jacob, il va pas nous lâcher quand même. Enfin bon, j'avais une réputation. J'ai rencontré beaucoup, enfin des agents du Mossad, des grands agents, Casablanca, etc. Donc, il va pas nous lâcher quand même. Donc, j'ai essayé de me justifier en disant voilà, je vais à l'université pour ceci, cela, mais le mal était fait. C'est-à-dire pour eux, en fait, c'est là où j'ai compris en 2-3 jours toute la pratique du Mossad, du mouvement sioniste, comment ils arnaquaient les gens, ils les faisaient partir, etc. Pour eux, je servais de locomotive, point barre. Voilà. C'est-à-dire, ils n'en avaient rien à fiche de mon bonheur, de mes sentiments, etc. Et il y a eu un silence de mort. Bon, on a essayé de passer le temps. Et le lendemain, dimanche, je retourne à l'agent juif, enfin, l'agent, et je dis, voilà, enfin, pour les détails du voyage, etc. Et là, l'employé, je ne sais plus si c'était une femme ou un homme, me dit, écoutez, monsieur Cohen, vous avez été au mouvement, vous savez ce que c'est. Le Mossad, il a le dernier mot ici. Alors, donc, il a interdit, il a mis le veto sur votre dossier. Vous ne pouvez pas aller à l'université. Pourtant, c'est la loi. La loi me donne le droit d'aller à l'université. Et il me dit, voilà, c'est le Mossad, on ne peut pas aller contre. Il a mis le veto. Et je descends au MENA, et là, c'est extraordinaire parce que on était 20 à 25, on était au MENA, je réunis tous les, enfin, bon, c'est très facile, tous les copains, et je leur dis, voilà ce qui se passe. Et là, tout le monde a décidé de quitter le mouvement. On a tout de suite compris de quoi le mouvement était fait, était responsable, etc. C'est comme si nos yeux se sont dessillés d'un coup. Et ce fameux Mario est venu me voir quelques jours après, au Mela. Parce qu'au Mela, bon, on n'avait pas grand-chose à foutre. Hein, on appelait le boulevard, c'est-à-dire la rue principale, on allait et venait. Voilà, on faisait des allers-retours. Et il me fait signe, ce fameux Mario, et je vais vers lui, il me dit, écoute Jacob, si tu ouvres ta gueule, attention, il va t'arriver des trucs. Donc, fais gaffe. Bon, et ok, bon, je ne suis pas parti, mais je n'étais pas inscrit à la fac. J'ai pris aucune disposition. Et je traînais un peu, septembre, et un jour, j'étais chez Toledano, enfin, je ne sais pas comment, j'ai rencontré Jacques Toledano. C'était fin septembre, début octobre, parce que Jacques Toledano avait sa mère, son père était décédé, donc il venait régulièrement le week-end, le Shabbat, enfin, en tout cas assez régulièrement. Il avait une très belle Mercedes, je me souviens toujours de cette belle Mercedes blanche, magnifique. Et il me rencontre et il me dit, bon, enfin, on se connaît très bien. Et il me dit, Jacob, qu'est-ce que tu fais? Enfin, je lui raconte, je lui dis, voilà, j'ai l'impression que je vais rater une année. Et il m'a dit, écoute, viens à Casa, il y a une fac de droit. C'est la seule fac qu'il y avait à l'époque. Tu vas étudier là-bas et puis je te fais travailler dans les heures comme ça tu gagneras d'argent pour vivre, etc. Donc, bon, je vais à Casa, je vais à la fac, et là, à la fac, ils m'ont dit, mais monsieur, mais les inscriptions sont closes depuis 2 ou 3 semaines, c'est fini. Donc, je retourne voir Jacques Toledano et je lui dis, voilà, il m'a dit, écoute, retourne dans 2 jours. Donc, je retourne 2 jours après, et j'ai dit, voilà, c'est pour l'inscription, il me dit, vous êtes monsieur Cohen. Ah oui, oui, il n'y a pas de souci, etc. Donc, bon, je suis assez, disons, assez intelligent. Et donc, je rattrape assez vite je fais mes 3 années donc, c'est vraiment, enfin, quand même, c'est une, bon, voilà, c'est une famille
qui m'a énormément aidé. Je leur dois beaucoup de choses. Maintenant, voilà, Jacques Toledano, je vais vous raconter encore une autre anecdote. Il avait un frère qui s'appelle Gilbert. Ce Gilbert, il avait peut-être 2 ou 3 ans de plus que moi. Il voulait devenir chanteur. Bon, il copiait Charles Aznavour. Et évidemment, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a jamais travaillé puisque son frère casquait. Et je l'avais rencontré à Montréal. Et bon, soi-disant, il faisait semblant de chercher une affaire, etc. Il n'a pas trouvé, puis il est rentré au Maroc. Et Jacques Toledano lui a dit, écoute, je vais t'acheter une usine de kickers. Voilà, lui, c'est ça, c'est-à-dire, à l'époque, c'était 400 millions de centimes, c'est-à-dire, mettons, presque 80 millions d'euros. Enfin. Donc, il a racheté la marque Kickers et il a ouvert une usine, enfin, énorme. Bon, il avait d'autres affaires, mais moi, je ne sais pas. Et en fait, vous savez, je vous avais, bon, j'avais parlé un jour de mon premier roman qui s'appelle Les Noces du commissaire. Les Noces du commissaire, il est sorti en 2000. J'étais parti où je fais le portrait du personnage principal qui ressemble étrangement à Jacques Toledano. Dans le roman, il s'appelle Henri Toledano. Bon. Avec un secrétaire qui s'appelle Joseph Sayag et qui est le sosie d'un cousin à moi à Casablanca. Voilà. Et j'avais dit, quand j'ai parlé de ce livre, j'avais dit à quel point je voulais faire passer le message sur la communauté juive au Maroc. Vous savez que les Juifs au Maroc étaient à peu près 400 000. C'est très difficile de donner un chiffre précis parce que l'inscription à l'état civil n'était pas obligatoire au Maroc. Juste pour vous donner une idée, moi, je n'étais pas inscrit à l'état civil. Ni mes frères, ni mes sœurs. La première fois, je me suis inscrit, je crois que c'était en 62. J'avais besoin d'une carte d'identité pour le lycée ou quelque chose. Alors, imaginez les Juifs qui vivaient dans la Cambrousse, dans les petits patins, dans la montagne, etc. Donc, c'est très, très difficile de savoir. Mais enfin, on peut estimer à 400 000 le nombre des Juifs. Ces Juifs sont partis. Bon, je crois que j'ai expliqué ça dans diverses vidéos. Malheureusement, Israël avait besoin, avait besoin de cette population pour peupler le désert, avoir des soldats, la chair à canon, des prolétaires à bon compte. Et donc, ils sont venus au Maroc, comme ils sont allés au Yémen, ils ont ramassé les Juifs, ils les ont ramassés comme du bétail, en Irak, etc. Enfin bon, et au Maroc, ils ont envoyé des centaines d'agents du Mossad pour amener les Juifs à quitter le Maroc. Bon, ils n'ont pas réussi tout de suite, il y a eu pas mal d'affaires. C'est à partir de la fin des années 50 que suite à je raconterai ça dans le détail une autre fois, qu'ils ont commencé à faire partir les Juifs de manière massive. Et à partir de 102-103, les Juifs qui habitaient dans les grandes villes, qui étaient instruits, etc., ont commencé à partir vers le Canada, vers la France. Au total, 99,5% des Juifs ont quitté le Maroc. Donc je dis bien 99,5%. Il reste un demi-pourcent. Et ce demi-pourcent, en fait, par exemple, moi je connais deux familles à Casablanca. Un cousin et un très bon copain. Chacun d'eux a 4 enfants. Donc les 8 enfants sont en France. Donc en fait, même les Juifs qui restent, la première chose qu'ils font, c'est d'envoyer leurs enfants quand ils ont le bac et ces enfants ne reviennent plus. Donc en fait, c'est une communauté qui vieillissante, bon, qui a le 2000 peut-être, mais qui a tendance plus ou moins à s'étioler et à terme à disparaître. Pourquoi? Parce que il y a un parti politique au Maroc qui s'appelle l'Istiklal. Ce parti est un parti nationaliste
constitué surtout des fascistes, c'est-à-dire des gens de Fès, qui voyaient dans les Juifs des compétiteurs, des concurrents pour le commerce, la fonction publique, etc. Et donc, ils avaient le pouvoir politique, administratif, financier. C'était la classe la plus instruite, la plus évoluée, et donc ils avaient les rênes de la société marocaine, les rênes de l'économie, les rênes de la politique, et il faut le reconnaître, ils ne portaient pas dans leur cœur les Juifs. Voilà. Bon. Après tout, non seulement c'était des concurrents, mais disons, c'était des gens, enfin, bon, voilà, ils les aimaient pas trop. Et donc, ils voulaient les voir partir. Abraham Serfati, enfin, le grand opposant au régime de Hassan II, avait écrit un livre d'entretien avec un sociologue marocain qui vit au Canada. Le livre date de 92-93. On peut le retrouver, je crois, facilement dans les bibliothèques municipales. En tout cas, il y est. Et Abraham Serfati avait dit la chose suivante: les sionistes et les nationalistes, c'est-à-dire ce parti de l'Istiklal, avaient le même objectif, faire partir les Juifs. C'est-à-dire, voilà, les sionistes voulaient que les Juifs partent et le parti de l'Istiklal voulait que les Juifs partent aussi. Donc, ils ont commencé à mener le parti de l'Istiklal. Par exemple, je racontais dans un autre roman. Oui, je reviens aux noces du commissaire. Les noces du commissaire, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Au Maroc, cette histoire est quasiment inconnue. C'est-à-dire, même chez les intellectuels, quand je fais des conférences au Maroc, Casablanca, Rabat, etc., ils n'ont aucune idée pourquoi les Juifs sont partis. C'est comme, ils disent, c'est comme si c'était une fatalité. Voilà, il y a eu une tempête. Non, il y a des causes. Mais on ne veut pas les voir. Ou on ne cherche pas à les voir. Ou c'est trop compliqué. Et le Maroc, vous savez, il a une particularité, comme dans toutes les sociétés arabes, c'est le règne du non-dit. Ça veut dire on n'aime pas creuser là où ça fait mal. Voilà. On n'aime pas déterrer les choses qui gênent. Voilà. Et une des choses qui gêne au Maroc, c'est de leur dire, parce que le Maroc, vous savez, bon, il passe toujours pour un pays tolérant, où les Juifs vivent bien, etc. etc. Bon. Mais en grande partie, c'est du cinéma. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on ne fait pas grand-chose aux Juifs. Enfin, il n'y a pas de loi antisémite. Mais disons, on s'arrange pour que le Juif ne se sente pas bien. Je vais vous raconter une anecdote et vous allez comprendre un peu de quoi il s'agit. Il y avait un Toledano, pas de la même famille, un Toledano de Meknès. Je connais très bien cette famille parce que son frère, on a fait des études ensemble à Paris. C'est un avocat. Donc son frère a obtenu une bourse en 60-61 et il est revenu. À l'époque, le Maroc manquait de cadres marocains, c'était terrible. Et ils lui ont donné un poste très important au ministère des Finances. Pour moi, les fascis, ils voyaient ça d'un mauvais œil. Comment un juif va occuper cette place, c'est pas possible. Donc, ils lui ont monté un coup. C'était quoi? Un jour, un planton, un chaouch, est rentré dans son bureau et négligemment, il a posé une enveloppe dans un coin du bureau. Et il est sorti. Quand il est sorti, 2 flics sont entrés et ils ont regardé comme ça le bureau, ils ont dit « Ah, une enveloppe, ah, il y a de l'argent ». Donc, corruption. Bon. Vous savez, le Maroc, à l'époque, enfin, ça n'a pas changé, hein, il était corrompu du sommet jusqu'à la base, c'est-à-dire du roi jusqu'au planton. Vous avez une anecdote. Un jour, j'avais une bonne et je connaissais un médecin qui était coopérant au service militaire, il était dans un hôpital. Donc elle m'a dit, j'ai mal quelque part, je lui ai dit, je connais un médecin à l'hôpital, je vais t'emmener. Donc on arrive devant l'hôpital et il y avait le gardien il fallait lui donner un bakchich pour rentrer à l'hôpital. Et je lui ai dit, non, je vais voir le docteur, c'est un ami. Il m'a dit, ah bon, d'accord, allez-y. Donc c'est juste pour vous dire, c'est-à-dire, vous avez besoin, mettons, d'un extrait d'acte de naissance.
vous donnez 1 euro. Si vous ne donnez pas 1 euro, ben vous viendrez le chercher dans un mois. Donc en fait, c'est une société pourrie, corrompue jusqu'à l'os. Voilà. Du flic jusqu'au... Enfin, le roi est le premier. C'est lui qui donne l'exemple, c'est lui qui donne le là. Bon. Vous savez, vous prenez un avocat au Maroc, il risque de vous trahir avec... Enfin bon, en tout cas, c'est vraiment... Et comme par hasard, il y avait très peu de cas de... Enfin, je veux dire, à l'époque, jusqu'à M6, qui veut de temps en temps faire un exemple, mais à l'époque, jamais sur Hassan II, on a arrêté quelqu'un pour corruption. Et là, tout d'un coup, en 62, 63, on a arrêté un juif pour corruption. Bon, on l'a mis quelques jours en prison. Puis il est parti en France. Vous savez, ce Toledano, il a fini numéro 3 à la Banque Rothschild, fondée de pouvoir. Voilà ce que le Maroc a perdu comme cadre. Et non seulement ça, c'est que, moi je me souviens, je l'ai cité dans un roman qui s'appelle Du danger de monter sur la terrasse. Tous les jeunes qui se baladaient dans le boulevard, vous savez, tous les jeunes, ils n'avaient qu'une idée en tête, c'est de partir. C'est-à-dire qu'ils se disaient, moi j'ai obtenu ma licence en 67 et j'étais major de ma promotion, de tout le Maroc. Bon, à l'époque il n'y avait que Rabat-Caza. Mais pour moi, il était évident, il n'y avait pas d'alternative, il fallait que je parte. Je suis revenu au Maroc pour des raisons personnelles, enfin, privées. Mais c'était le circuit normal, voilà. C'est-à-dire, on nous a mis en tête qu'il fallait partir. J'avais rencontré un homme à Montréal. Il était secrétaire général d'une préfecture. Donc, villa de fonction, etc. Et il me disait, Jacob, mais c'est pas un pays pour les humains, ça. Vous savez, à Montréal, la température peut atteindre -20 en hiver, etc. Il m'a dit, c'est pour les ours. Et pourquoi tu es parti? Il m'a dit, pour les enfants. Voilà. Je veux garantir un avenir à mes enfants. Donc, je vous situe le cadre, la mentalité, l'état d'esprit. Dans les noces du commissaire, j'étais parti d'un fait suivant. Encore une fois, je raconte, dans mon esprit, je racontais l'histoire d'un industriel marocain qui s'appelle Henri Toledano. Évidemment, je visais Jacques Toledano. Et il y a eu une affaire de cocaïne au Maroc en 1984. Ça, c'est un fait réel qui s'est passé. Je vais vous le raconter, c'est pas mal. Enfin bon. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de presse libre, il n'y avait rien. Enfin, on vivait vraiment dans une espèce de semi-terreur, parce que j'étais maître assistant à la fac. Et donc, un jour, on avait dit, voilà, il y a un jeune qui est mort d'une overdose de cocaïne au bord d'une piscine. C'est rumeur, hein, c'est pas des... Donc, et le roi est entré dans une grande colère et il avait dit, arrêtez-moi tous ceux qui ont pris de la cocaïne. Donc, là, vous savez, il y a un seul ministère qui marche très bien au Maroc, c'est le ministère de l'Intérieur. Vous savez, on disait, si tous les ministères marchaient comme celui de l'Intérieur, le Maroc serait la Corée du Sud aujourd'hui. Mais bon, voilà. Ils étaient corrompus, mais ils étaient très très bien renseignés. Donc, ils ont arrêté une centaine de jeunes et ils ont fait un procès bidon. Enfin, je veux dire, voilà. Ils ont été condamnés, puis on les a libérés. Ça, c'est un fait réel. Donc, les notes du commissaire, je parle de ce fait, et j'imagine une histoire. C'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait, j'imagine une lutte de pouvoir entre la bourgeoisie d'affaires facile et le roi, et la monarchie, pour le pouvoir. Et entre les deux, il y a la communauté juive, il y a Henri Toledano. Et donc, en fait, je voulais montrer quoi? D'abord que je voulais expliquer une chose, que il y avait 4 ou 5 grands industriels au Maroc juifs. David Amar, Jacques Toledano, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé à partir des années 70? On savait que c'était des gens brillants, qui avaient de l'initiative, qui se lançaient dans le business, etc. Donc les Fassi allaient voir Jacques Toledano, par exemple, et il lui dit, voilà,
Monsieur Toledano, j'aimerais bien acheter 30% de votre affaire. Vous savez, mon frère, il est ministre, mon cousin, il est directeur de cabinet. Enfin, c'est des menaces à peine déguisées. C'est-à-dire, si vous voulez pas qu'on vous mette des bâtons dans les roues, vous avez intérêt à me céder vers 30%. Il est payé, bien sûr, c'est pas on les spoliait pas. Mais le juif se voyait dépouillé petit à petit. Au début, on leur prenait 20%, puis 40%, puis 60%. Et puis en fait, finalement, Jacques Toledano, comme l'autre, se sont retrouvés sans presque rien. Jacques Toledano a gardé, je crois que il a gardé juste Avis, c'est tout. Voilà, des petits trucs. De toute façon, bon. Il ne pouvait pas, en tant que juif, devenir un des maîtres de l'économie marocaine. Comment dire, ça s'explique pas. C'est pas écrit, mais cela se sait. Voilà, c'est quelque chose qu'au Maroc, on le sait, mais qu'on ne dit pas, et qu'il est interdit de dire. Et donc, on maintient l'illusion, on dit oui, les juifs, on est libres, etc. Et donc, en fait, je voulais montrer de l'intérieur à travers une histoire. Pourquoi? Parce que dans le roman, il va y avoir, le ministre de l'Intérieur va nommer un jeune commissaire, un type à peu près que j'ai connu et que j'ai eu du plaisir à portraiturer, et qui va donner une leçon facile. C'est-à-dire, en fait, le système va leur dire, vous voulez vous attaquer à la monarchie, vous allez voir, il va utiliser l'affaire de la cocaïne pour mater les businessmen et les faire entrer dans le rang. Sauf que Henri Toledano, dans le roman, dans la réalité, moi je ne sais pas, il avait un fils qui était aussi qui prenait de la cocaïne. Évidemment, on n'allait pas arrêter un juif, donc on avait négocié. Quelle était la négociation avec Henri Toledano? Henri Toledano, il lui restait 30% de son empire industriel, dans le roman. Dans la réalité, ça ne doit pas être loin de ça, mais enfin bon. Et il s'était engagé à le vendre aux puissants fascis. Un jour ou l'autre, il allait les leur céder. Et donc, le pouvoir, il lui rachète ces 30%. En fait, à un moment donné, on voit le chef des RG aller chez son secrétaire pour négocier tout ça autour de la fameuse dafina, c'est-à-dire le repas du samedi midi. Et à travers cette histoire de Henri Toledano dans le roman et de son secrétaire, j'ai voulu tout faire toucher du doigt parce qu'en fait, les gens ne savent pas c'est quoi cette instabilité, être sur le qui-vive. Qu'est-ce qui a amené les Juifs à partir à 99,5%. Voilà. Et donc, il y a une différence. Jacques Toledano, vous savez, au début des années 60, il me l'avait dit, il était parti en Israël. Bon, il s'est dit, tiens, je vais aller faire un assaut là-bas. Il est revenu horrifié. Il a dit, moi, je mettrai jamais les pieds. C'est quelqu'un qui était marocain, vraiment un patriote, pas un patriote au sens nationaliste. Je crois qu'il ne pouvait pas vivre en dehors du Maroc. C'est-à-dire, il aimait la société marocaine, la musique, etc. Malgré tout, c'est-à-dire, vous savez, quand Hassan II, moi je me souviens de cette photo qu'il m'avait montrée. Hassan II, un jour, il était en voyage quelque part à l'extérieur, et quand il est revenu, vous savez, il y a toujours il y a les représentants de la société civile, les militaires, etc., les businessmen, et en 62, enfin, dans les débuts des années 60, Jacques Toledano était un des plus importants. Il était à la descente d'avion aussi, pour saluer Hassan II, etc. Mais, en même temps, il ne voulait pas quitter c'est-à-dire, il ne pouvait pas quitter le Maroc. Voilà. C'est-à-dire ce cadre de vie, etc. Il aurait pu venir à Paris, habiter dans son appartement ou aller en Floride, etc. Mais il était vraiment attaché au Maroc. Voilà. C'était un Marocain au sens profond. Mais il savait que de toutes les façons, voilà, après lui, bon ben c'est fini. Il a joué le jeu. Quel jeu? C'est ça la différence avec, par exemple, André Azoulay.
André Azoulay est un Sayan, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a fait sa vie à l'étranger, notamment à la BNP, et qui, sur instruction probablement du Mossad, d'Israël, etc., est revenu au Maroc pour, comment dire, introduire, influencer le Maroc euh, dans le sens de négocier avec Israël, c'est-à-dire de, comment dire, de légitimer Israël au sein du monde arabe. Vous savez, moi je dis, un jour on m'a interrogé, on m'a demandé en quoi André Azoulay est un Sayan. C'est un Sayan parce qu'il a réussi. Enfin, il a réussi. Il a utilisé les méthodes qu'il a utilisées, mais ça c'est normal. Il a fait en sorte que le Maroc ouvre, il a ouvert la brèche du monde arabe. Vous savez que le Maroc a été en dehors de l'Égypte, qui avait signé en 79 un traité de paix séparé avec Israël. Vous savez que l'Égypte a été exclue de la Ligue arabe pendant des années et des années, parce que la Ligue arabe avait déclaré ne jamais faire une paix séparée avec Israël. Il fallait que les autres fassent la paix. Et quand l'Égypte a signé cette paix séparée, elle a été exclue de la Ligue arabe. Donc Israël était vraiment dans les années 80, c'était le diable qu'il ne fallait absolument pas, avec lequel il ne fallait pas négocier, même se rencontrer. Et André Azoulay a réussi, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a utilisé comme méthode, mais comme c'était un ancien banquier, comme il avait des relations à New York, etc., il a dû faire miroiter à Hassan II les avantages qu'il y aurait à se montrer raisonnable avec Israël. Donc, par exemple, des prêts, etc. Et aussi, le Maroc a un grand souci, c'est le Sahara occidental. C'est vraiment, et donc, André Azoulay a pu lui promettre que on l'aidera dans la diplomatie, etc. Et donc, Hassan II a reçu ouvertement, ce qui était absolument révolutionnaire à l'époque. Il a reçu Rabin et Pérez en 1986, en pleine intifada, alors que l'intifada allait commencer, alors que l'emprise sur la Cisjordanie était terrible, et que Rabin avait donné l'ordre de briser les os des jeunes Palestiniens, etc. Et il les a reçus, ouvertement. C'est même pas une réunion secrète. Donc, voilà le travail, ce que j'appelle le travail du Sayan d'André Azoulay. Jacques Toledano n'était pas comme ça. Enfin, à mon avis, Jacques Toledano, c'était quelqu'un qui, bon, bien sûr, il a joué de façon involontaire le rôle de pacificateur, de passeur, c'est-à-dire régler les problèmes des Juifs qui restent. Il y avait pas mal de pauvres aussi, les aider, etc. Bon, je crois qu'il a pris la présidence où il a été un des financiers du musée juif de Casablanca, etc. Donc, il a joué un rôle beaucoup plus, comment dire, pas culturel, disons plus social, voilà. Pas politique vraiment, plus social. C'est quelqu'un qui était souvent en retrait. On l'a rarement vu. D'ailleurs, il était très peu connu. André Azoulay, il est 100 fois plus connu que Jacques Toledano. Jacques Toledano, il n'y avait que des initiés qui savaient qui il était. Et voilà. Et donc, lui, il avait un rôle plus discret, de rouage, parce que, voilà, il était là. Moi, je n'avais plus de contact avec lui depuis que j'ai quitté le Maroc. Mais j'imagine qu'il devait se dire, voilà, bon, ben, je vais essayer d'aider dans la mesure du possible. Il a de l'argent, il n'avait plus besoin. Il savait que de toutes les façons, bon, les affaires s'étaient terminées pour lui. Il ne deviendrait jamais le grand industriel qu'il aurait pu devenir. Et il a assumé, voilà, bon, c'était un type conscient de la place du juif. Vous savez que Hassan II avait déclaré à André Azoulay, je l'avais cité d'ailleurs, vous savez, dans le livre de Omar Brouski. Brouski, ouais. Il avait déclaré, c'est dommage, j'aurais dû sortir la phrase. Il avait humilié André Azoulay devant des journalistes français en lui disant, rappelle-toi qu'il y a 60 ans, les Juifs devaient porter des babouches noires et se déchausser devant les musulmans. Quelque chose comme ça. Donc, voilà.
le juif savait où était sa place au Maroc, voilà. C'est-à-dire de dhimmi. Alors, de dhimmi, ça veut dire de citoyen de seconde zone. Il baissait la tête. Vous savez, j'écris, moi je fais souvent dans les romans, je retrace, si vous voulez, je donne, comment dire, j'analyse la société marocaine, la place des juifs, le monde des affaires, etc., à travers des romans. Et dans un roman qui s'appelle Du danger de monter sur la terrasse, j'ai raconté l'histoire d'une petite fille juive de 10-11 ans qui a été enlevée. J'ai situé l'action dans le Méla de Meknès. Enlevée par un musulman et convertie à l'islam. C'est arrivé beaucoup de fois au Maroc à l'époque. Et même le journal de l'Istiklal, l'Alam, dont j'ai parlé il y a quelque temps, il titrait « Victoire de l'islam, une ou deux filles converties à l'islam ». Mais pour les juifs qui perdaient une fille comme ça, il n'y avait rien à faire. C'est-à-dire, ils fermaient leur gueule. Il n'était pas question d'aller demander l'arrestation du responsable, etc. Le juif baissait la tête, fermait sa gueule, et il se disait « Bon, je crois qu'il vaut mieux partir parce qu'il n'y a plus d'avenir ici ». C'est ça en fait. Voilà, c'est dans cette atmosphère-là que les Juifs ont vécu et c'est ça qui les a poussés à partir. Et ce sont des choses qui ne se racontaient pas au Maroc. Voilà. Jusqu'à présent, on dit oui, voilà, tout est bien, tout est magnifique. On a intérêt à enjoliver cette histoire. Mais l'histoire n'était pas si mauvaise que ça. Mais malheureusement, vous savez, je vais vous donner deux exemples. Après la guerre de 67, moi j'étais à Casablanca. Les journaux de l'Istiklal, de ce parti fasciste, ils faisaient la liste des magasins juifs, des pharmacies, etc., qui disaient qu'il fallait boycotter parce qu'ils sont juifs. Juifs parce que sionistes pour eux. Vous savez, mon père avait un magasin dans le quartier musulman. Il ne voulait jamais partir en Israël parce que pour lui, c'était, comme je vous ai dit, c'était des renégats. Et il s'entendait très bien avec les musulmans. Et après la guerre de 67, le parti d'Istiklal a envoyé un militant devant le magasin de mon père et il disait aux gens, en arabe, n'achetez pas chez les juifs. Et mon père m'a expliqué, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai tout vendu et je suis parti en Israël. Il n'avait pas le choix parce qu'il ne parlait pas français, il n'avait pas un métier. Les sionistes étaient là qui lui disaient, on prend tout en charge. Alors il est parti en Israël, voilà. Et c'est ainsi que cette société, cette communauté qui était, vous savez, bon, les Juifs ont refait leur vie. Beaucoup ont réussi. Par exemple, en Israël, certains sont devenus ministres. Le chef d'état-major est d'origine de Marrakech. Certains ont réussi à New York, à Paris. Mais je pense que pour le Maroc, ça a été une perte extraordinaire aussi. Ce que j'imagine, ce qu'un million de Juifs auraient pu donner aujourd'hui au Maroc, enfin, avec leur combativité, leur goût du boulot, bien fait, etc. Malheureusement, voilà, l'histoire, vous savez, l'histoire est pleine de tragédies. Et la tragédie du judaïsme marocain, c'est, les Juifs marocains aimaient beaucoup le Maroc. On ne peut pas s'imaginer à quel point les Juifs marocains étaient, comment dire, faisaient partie intrinsèque de la culture marocaine. Vous savez, par exemple, à Meknès, vous savez, les métiers au Maroc sont séparés. C'est-à-dire, vous savez, par exemple, il y avait le Kissaria, ça veut dire le quartier des bijoutiers, à Meknès. J'avais un oncle qui était bijoutier. Il y avait 40 artisans, artisans, parce qu'ils faisaient les bijoux sur mesure. Les 40 étaient juifs. Juste pour vous donner une idée de les musiciens, des grands musiciens des années 50, Samir Marlibi, étaient des juifs, etc. Donc, c'est dire à quel point ces juifs étaient vraiment intégrés dans la société marocaine sur tous les plans. Et c'était un drame pour eux de partir. Vous savez, c'est autant ceux qui sont partis en Israël, au Canada, en France, ça a été, ils gardent encore un souvenir, comment dire, une nostalgie terrible du Maroc. Parce que c'était un déchirement pour eux. Bon, après, la deuxième génération se fait, etc., la troisième, mais pour le Maroc, c'est une perte énorme, colossale. Voilà.
Mais l'histoire, malheureusement, elle est faite de ces tragédies. Et voilà, je voulais, quand j'ai appris le décès de Jacques Toledano la semaine dernière, pour moi, ça a été, comment dire, très douloureux et très, très important. Je pense, j'avais tellement envie de, voilà, d'en parler, de partager avec vous cette partie de mon histoire et de l'histoire des Juifs du Maroc. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie toujours pour vos messages, votre sympathie, votre cordialité. Si, voilà, je ne sais pas, il y aura un autre direct. Voilà, donc je vous ferai signe. Voilà, bonne soirée et à la prochaine.